Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 87e numéro. Au sommaire, nous parlerons d'infos internationales et nous parlerons des événements au Yémen, de la Syrie, nous ferons également un tour du monde de l'information et nous reviendrons en France pour parler de l'espionnage. Dans la partie économie, nous ferons un dossier sur la Grèce et nous parlerons également du chômage en France. Et enfin, dans la partie santé-environnement, on parlera des pesticides et du cancer et du changement climatique. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales par le Yémen comme promis. On va parler du Pentagone qui a perdu la trace d'un stock d'armes pour une valeur de 500 millions de dollars au Yémen. Le Pentagone est incapable de retrouver la trace de matériel militaire donné au Yémen d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Les officiels US craignent que l'armement, les équipements militaires et aéronautiques aient été saisis par des rebelles soutenus par l'Iran ou par Al-Qaïda. Les officiels militaires US ont refusé de commenter la situation. Un responsable de la défense, s'exprimant sous condition d'anonymat en raison des règles de sécurité édictées par le Pentagone, considère qu'il n'y a jusqu'ici aucune preuve d'un vol ou d'une confiscation des équipements, mais reconnaît qu'ils ont été perdus. Suite à cette disparition d'équipements militaires, le département de la Défense a décidé de mettre un terme aux livraisons vers le Yémen. Ensuite, le 22 mars, le Washington a évacué son personnel au Yémen. Les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient évacué tout leur personnel encore présent au Yémen pour des raisons de sécurité. Des attentats ont fait 142 morts dans la capitale, Sanaa, vendredi 22 mars dernier. Alors, les militaires également ont quitté le pays. Le président yéménite a fui le pays également, donc c'est véritablement le chaos au Yémen. Et donc, le 26 mars dernier, une coalition menée par les Saoudiens sont intervenus au Yémen. Une intervention militaire conduite par l'Arabie Saoudite a été lancée jeudi 26 mars dernier au Yémen pour venir en aide au président de ce pays arabe face aux avancées de rebelles chiites soutenus par l'Iran. L'Arabie Saoudite a mobilisé 150 000 militaires et 10 avions de combat, tandis que les Émirats Arabes Unis ont engagé 30 avions de combat, le Bahreïn, le Koweït, 15 appareils chacun, le Qatar 10. Voilà ce qu'a indiqué Al Arabiya, une chaîne de télévision saoudienne. En plus de ces pays du Golfe voisins du Yémen, cette opération militaire mobilise d'autres pays alliés de l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc. Les États-Unis, alliés du président yéménite, dans la lutte contre Al-Qaïda, ont annoncé fournir un soutien en logistique et en renseignement à cette coalition. Aucune implication de pays européens n'a été annoncée. L'Iran, de son côté, a été le premier pays à dénoncer cette intervention, la qualifiant de démarche dangereuse. On continue, on parle des fonds de la CIA qui ont servi à financer Al-Qaïda. Un échange épistolaire entre Oussama Ben Laden et un responsable d'Al-Qaïda révèle que la Central Intelligence Agency, la CIA donc, a participé par inadvertance au financement de l'organisation terroriste qu'elle combattait. En 2010, 1 million de dollars provenant d'un fonds mis à la disposition du gouvernement afghan par l'agence de renseignement américain a atterri dans les coffres d'Al-Qaïda. C'est ballot, hein? On continue et un groupe proche de l'État islamique menace de mort 100 militaires américains. Une centaine de militaires américains ont été menacés de mort par un groupe se réclamant de l'organisation de l'État islamique. Il a publié sur un site internet les noms et l'adresse supposée des militaires en lançant un appel au meurtre. Ces menaces, dévoilées par le New York Times, sont prises très au sérieux par les autorités américaines. Dans le même temps, on apprend que l'État islamique utiliserait des bombes au chlore en Irak, selon les Kurdes. Les autorités du Kurdistan irakien affirment disposer de preuves que le groupe de l'État islamique a eu recours à des bombes au chlore en janvier contre les Peshmerga, les forces de sécurité de cette région autonome. D'après la commission de sécurité de la région du Kurdistan, je cite, « des prélèvements de sol et de lambeaux de vêtements après un attentat suicide à la voiture piégée le 23 janvier 2015 en attestent. Les analyses effectuées en Europe montrent, je cite, que les prélèvements contenaient des niveaux de chlore suggérant que cette substance a été utilisée sous une forme destinée à en faire une arme. » On continue dans le sens des révélations, puisque le rapport qui a servi de prétexte à la guerre en Irak en 2003 a été déclassifié. Le rapport des services américains de renseignement utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003 a été rendu public, et rien n'y indique que l'Irak avait des armes de destruction massive. À sa lecture, on comprend les réticences des autorités américaines. Concernant les armes chimiques, les espions américains notaient seulement que l'Irak avait, je cite, « rénové une usine de fabrication de vaccins et détenait toujours des stocks de certains gaz dangereux comme le sarin ».
mais qu'il n'y avait pas d'autres indices laissant supposer que Bagdad avait relancé un éventuel programme d'armes biologiques. Saddam Hussein n'avait, selon les auteurs de ce rapport, je cite, « pas les moyens pour fabriquer des armes nucléaires », même si les agents américains jugeaient qu'il en avait envie. Dans sa conclusion, l'assistant du secrétaire d'État au renseignement affirme que l'utilisation par Saddam Hussein d'armes de destruction massive est, je cite, « peu probable », un ton bien moins affirmatif que le président va-t-en-guerre George Bush à l'époque. Alors je me demande qu'est-ce qu'on attend pour traduire George Bush et tous ses copains devant la justice pour tous les crimes commis. On continue, on va parler de Washington qui devra finalement négocier avec Bachar el-Assad selon John Kerry. Washington devra au final négocier avec le président syrien Bachar el-Assad pour mettre fin au conflit qui vient d'entrer dans sa 5e année, a reconnu le secrétaire d'État John Kerry le 15 mars dernier lors d'un entretien accordé à la chaîne américaine CBS News. Voilà, ça a donné de l'urticaire aux dirigeants français, je pense que vous l'avez tous vu. Le chef de la diplomatie irakienne a été reçu par Bachar el-Assad quelques jours plus tard. Ibrahim al-Jaafari, ministre des Affaires étrangères de l'Irak, a rencontré le 24 mars le président de la Syrie, Bachar el-Assad. C'est la première fois depuis le début des violences en 2011 que Bagdad envoie un responsable de ce rang dans le pays. Les deux voisins sont menacés par l'État islamique qui a profité de la guerre en Syrie et de l'instabilité politique et sécuritaire en Irak pour s'emparer de larges pans de ce territoire. Bachar el-Assad a souligné l'importance d'une coordination entre Damas et Bagdad sur le sujet. Lors de l'entretien diffusé par l'agence officielle Sana, il s'est félicité, je cite, des succès remportés sur les groupes terroristes qui ont contribué à freiner leur expansion. Alors on apprend que les Syriens ont perdu 20 ans d'espérance de vie en 4 années de guerre. Selon les estimations du Syrian Central for Policy Research, l'espérance de vie en Syrie est passée de 75,9 ans en 2010 à 55,7 ans en 2014, un décrochage qui s'explique en grande partie par la hausse des morts violentes. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 220 000 personnes ont été tuées dans le pays depuis le début du conflit. C'est le chiffre qui est remis en cause par le président syrien Bachar el-Assad d'ailleurs. Pour la seule année 2014, les violences ont fait 76 000 morts. Au total, selon les décomptes du Syrian Center for Policy Research, 6% des Syriens ont péri, été blessés ou mutilés ces dernières années. La population a chuté de 20,85 millions d'habitants en 2010 à 17,65 millions à la fin 2014, essentiellement dû au fait de l'exode massif de la population. On apprend également que Amnesty International a accusé le régime syrien d'avoir tué 115 civils à Raqqa, c'était le 17 mars dernier. Amnesty International a accusé le régime syrien d'avoir violé le droit international en tuant plus d'une centaine de civils lors d'une série de bombardements sur Raqqa, ville tenue par l'État islamique. L'ONG a dénoncé de possibles crimes de guerre. Dans son rapport, elle affirme que les frappes aériennes menées sur cette ville du nord de la Syrie ont tué 115 civils, dont 14 enfants, entre les 11 et 29 novembre dernier. Amnesty souligne que certaines semblent avoir directement visé des zones civiles. On va parler maintenant des États-Unis et de l'Europe, les États-Unis qui ont déployé des missiles Patriot en Pologne. Les missiles solaires américains Patriot sont arrivés en Pologne, où ils seront utilisés lors des exercices programmés pour fin mars. Voilà ce qu'a annoncé l'agence de presse polonaise PAP, se référant à l'ambassade des États-Unis à Varsovie. Selon la mission diplomatique américaine, les États-Unis envoient leurs moyens de défense antiaérienne et antimissiles en Pologne pour, je cite, démontrer la possibilité d'un déploiement rapide de missiles patriotes sur le territoire de l'OTAN. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la Russie, bien sûr, et la guerre froide qui a commencé entre les deux grandes puissances. On continue avec les États-Unis et l'Utah qui a validé le retour des pelotons d'exécution pour les condamnés à mort. La mesure validée par le Sénat a finalement été confirmée. L'Utah est devenu, le 24 mars dernier, le premier État américain à rétablir les pelotons d'exécution pour les condamnés à mort en cas de pénurie de produits d'injection létale. Incroyable. On continue notre tour du monde en passant par le Brésil, où 1,5 million de manifestants sont descendus dans les rues contre Dilma Rousseff. Les Brésiliens sont descendus dans la rue pour manifester leur opposition à la présidente Dilma Rousseff, mise en difficulté par des problèmes économiques et un scandale de corruption. Environ 1,5 million de personnes, dont 1 million pour la seule ville de Sao Paulo, ont manifesté dimanche dernier dans tout le Brésil contre la présidente de gauche Dilma Rousseff, empêtrée dans la crise économique et le scandale de corruption Petrobras. On continue et on va parler du Venezuela où des troupes russes seraient attendues.
Des soldats russes débarqueront-ils cette semaine au Venezuela pour participer aux grandes manœuvres militaires déclenchées par le président Nicolás Maduro afin de faire face à toute agression impérialiste des États-Unis? Le correspondant de la chaîne Télésur, Angel Cadeno, en est convaincu. Même si Caracas ne confirme pas, des hommes de Moscou observeront les opérations de 80 000 militaires et de 20 000 civils. On revient maintenant à l'Europe et l'Islande qui a retiré sa candidature à l'Union européenne. L'Islande a annoncé avoir retiré sa candidature 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique de centre-droit qui promettait de mettre un terme au processus lancé en 2009. Je cite, « Les intérêts de l'Islande sont mieux servis en dehors de l'Union européenne ». Voilà ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Gunnar Bragi Svensson. Dans le même temps, toujours en Islande, le parti pirate islandais est maintenant crédité de 22% des intentions de vote. Le parti pirate islandais continue de monter en puissance. Bien positionné dans les sondages depuis sa fondation fin 2012, le mouvement est aujourd'hui crédité de 22% des intentions de vote. Retour en France maintenant pour terminer ces infos internationales et on va parler des écoutes. Alors, le projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres la semaine dernière donne de nouveaux droits aux services de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Alors, cette loi, c'est la loi sur le renseignement. Ce projet de loi, qui pour certains a des allures de Patriot Act à la française, 2 mois après les tueries qui ont ensanglanté Paris, vont très loin. Géolocalisation de téléphones portables, écoute téléphonique, interception de courriel, pose de micros, de caméras, de balises dans les véhicules, et aussi fermeture des sites internet, je pense que vous l'avez tous vu, le tout sans avoir besoin de l'aval d'un juge. Dans le même temps, Skype, vous savez c'est le logiciel de communication de Microsoft, pourrait devenir, sans le demander, un opérateur télécom et devra donc collaborer avec les autorités françaises et accepter les écoutes téléphoniques. Toujours pour lutter contre le terrorisme, Michel Sapin veut maintenant limiter à 1 000 € le montant des sommes réglées en liquide pour les consommateurs français. Le plafond était jusqu'à présent à 3 000 €. La lutte contre le terrorisme est la priorité de l'État. Après l'instauration de nouvelles règles sur la toile, c'est désormais les achats des Français qui seront mieux contrôlés au nom de la lutte contre le financement du terrorisme. En particulier, les paiements en liquide seront davantage encadrés, selon le ministre des Finances. Parmi les nouvelles règles, donc les paiements liquides limités à 1 000 €, les retraits importants sous surveillance, les échanges de devises sous surveillance, les déclarations des marchandises qui transitent sous surveillance, les comptes et les crédits mieux surveillés. Voilà, donc là c'est un état totalitaire qu'on nous prépare. Ah bien sûr, avec toutes ces nouvelles lois et toutes ces nouvelles contraintes, les dépenses de l'État français pour le renseignement vont exploser. Fin janvier, Manuel Valls a annoncé 2680 emplois supplémentaires dans les services de police et de renseignement et 425 millions d'euros d'investissement dans les 3 ans pour moderniser leurs moyens matériels. Selon le rapport de la délégation du renseignement, les budgets de tous ces services ont atteint l'an dernier 1,4 milliard d'euros. Si on ajoute les crédits affectés par la Direction générale de l'armement à l'achat de matériel technique, les indemnités versées aux opérateurs téléphoniques pour les écoutes de personnes suspectes, ou encore les dépenses de la préfecture de police de Paris en matière de renseignement, on va arriver à une totale de 1,98 milliard d'euros de dépenses. On démarre la partie économie maintenant et on va parler de la banque chinoise d'investissement qui s'appelle l'Asian Infrastructure Investment Bank. Créée en 2014 sur l'initiative de la Chine, cette banque est destinée à financer les projets d'infrastructure dans la région Asie-Pacifique. Son capital initial est de 50 milliards de dollars. La France, l'Allemagne et l'Italie ont décidé, après la Grande-Bretagne, d'adhérer à la nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Voilà ce qu'a rapporté le Financial Times. La Grande-Bretagne a exprimé son intention de rejoindre l'AIB la semaine dernière, suscitant le mécontentement de Washington. Pékin a salué la décision de Londres. On continue avec la Chine et on va parler de l'exportation d'armes puisque la Chine a passé l'Allemagne et la France comme 3e exportateur d'armes. La Chine a dépassé l'Allemagne et la France pour devenir le 3e exportateur d'armes mondial, selon les statistiques publiées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la CIPRI. Les chiffres, qui portent sur une période de 5 ans, de 2010 à 2014, afin de faire apparaître les grandes tendances, indiquent que sur les marchés de l'armement, les États-Unis ont nettement pris la tête,
31% des exportations, devant la Russie, 27%. Les 3 suivants arrivent loin derrière avec quelques 5% des exportations chacun. D'après la CIPRI, la France aurait été 3e si elle avait livré fin 2014 un navire Mistral que la Russie n'a pas pu obtenir du fait du conflit dans l'est de l'Ukraine. On continue, on va parler de la Fed, et la Fed qui va probablement relever ses taux avant la fin 2015. Alors comme le dit très bien Olivier Berruyer dans l'interview que nous avons fait de lui, c'est game over pour la France. La Fed va probablement commencer à relever ses taux directeurs avant la fin de l'année, même si une incertitude considérable entoure encore l'ampleur de cette hausse, a indiqué son vice-président. Cette hausse, la première depuis l'éclatement de la crise financière, sera, je cite, probablement justifiée avant la fin de l'année, du fait notamment de la décrue du chômage aux États-Unis. Alors vous savez très bien que la décrue du chômage aux États-Unis, si les chiffres officiels des États-Unis nous montrent cette décrue, si on se réfère à d'autres chiffres, c'est pas vraiment le cas. On continue et on va parler de la dette publique des États-Unis qui a atteint 18 000 milliards de dollars, un sommet. La dette publique des États-Unis a atteint sa limite légale, a annoncé le secrétaire d'État au Trésor Jack Lew devant le Congrès. La dette américaine s'élève aujourd'hui à presque 18 300 milliards de dollars, soit 110% du PIB national. Le plafond avait été suspendu en février 2014 et l'administration Obama avait reçu l'autorisation des républicains pour emprunter jusqu'au 16 mars 2015. Mais bon, comme le dit très bien Obama, relever le plafond de la dette, ça ne signifie pas relever la dette, bien sûr. Raising the debt ceiling, which has been done over 100 times, does not increase our debt. It does not somehow promote profligacy. All it does is it says, you got to pay the bills that you've already racked up, Congress. On parle maintenant de la Grèce et Athènes qui a fait passer une loi pour lutter contre la pauvreté au nez et à la barbe de l'Union européenne. Le gouvernement grec de Syriza a fait voter son premier texte, une loi destinée à aider les victimes de la crise économique qui figurait parmi les promesses électorales du Premier ministre Alexis Tsipras. La nouvelle loi, qui a obtenu une majorité écrasante, est destinée à lutter contre la pauvreté et à porter secours aux familles privées d'électricité ou ne parvenant plus à se loger et à se nourrir correctement. On estime que le coût des mesures énoncées se monte à 200 millions d'euros. Alors justement, on apprend juste après que Athènes serait à court d'argent le 20 avril sans nouvelle aide. Donc elle est au pied du mur. La Grèce se trouvera à court de liquidité le 20 avril prochain si elle ne reçoit pas d'ici là de nouvelles aides de la part de ses créanciers. La Grèce a recours à des emprunts auprès des organismes publics afin d'éviter la faillite, mais ne pourra tenir que quelques semaines sans aide extérieure, selon la source. Je cite, « Ce sera dur, mais le pays peut se débrouiller sans aide jusqu'au 20 avril environ, en ayant recours à des emprunts à court terme auprès d'institutions publiques. » Alors justement, la Troïka a appelé ces institutions publiques à arrêter d'alimenter le gouvernement grec. Et Tsipras, lui, est allé à Berlin pour rétablir la confiance. Donc vous voyez bien que c'est Tsipras qui se déplace à Berlin et non pas les Allemands qui viennent en Grèce. Donc ça, c'est tout un symbole. Hein, la Grèce est au pied du mur. Alexis Tsipras a rencontré Angela Merkel, la chancelière allemande, le 23 mars dernier. Merkel, tenant d'une ligne dure sur la question budgétaire, a affirmé se réjouir de la visite à Berlin de son homologue grec. Mais dans les faits, les relations germano-grecques sont tendues et il sera difficile, très difficile même, de rétablir la confiance. On parle de la France maintenant et de cette loi pour renforcer l'indemnisation des élus battus dans les urnes. Les parlementaires ont adopté à l'unanimité un texte de loi prévoyant d'élargir les modalités d'indemnisation et de reclassement des élus en fin de mandat ou battus aux élections. Elle prévoit notamment de doubler la durée d'indemnisation des élus après la fin de leur mandat. Complètement incroyable. Et on termine avec les vrais chiffres du chômage. J'aime bien cette séquence, vous le savez. Alors, les vrais chiffres du chômage pour février 2015. 25 600 chômeurs en plus, malgré 296 100 radiations ce mois. Alors, les radiations des listes de Pôle emploi pour février 2015. Défaut d'actualisation, 197 600 radiations. Radiations administratives, les punis donc, 49 000. Autre cas, 49 500. Soit 296 100 radiés des listes. Au niveau des chiffres des chômeurs, alors pour la catégorie A, nous avons 3 494 400 chômeurs, soit plus 0,4% sur un mois,
plus 4,6% sur un an. Catégorie B, 687 000 chômeurs, plus 1% sur un mois, plus 6% sur un an. Catégorie C, 1 80 000 sans chômeurs, plus 0,8% sur un mois, plus 13,5% sur un an. Catégorie D, 276 500 chômeurs, moins 1,3% sur un mois, moins 0,8% sur un an. Et enfin, catégorie E, nous avons 379 100 chômeurs, moins 0,3% sur un mois, moins 2,9% sur un an. Au total, 5 918 100 chômeurs hors dom-tom, soit, dom-tom compris, 6 246 000 chômeurs selon la DARES. On attaque la partie santé-environnement maintenant. Alors on va commencer par les 245 millions d'euros de cadeaux offerts aux médecins par les laboratoires. L'association Regard Citoyen publie une liste de la quasi-totalité des cadeaux offerts aux médecins par les laboratoires entre janvier 2012 et juin 2014. Ces données confortent l'image d'une profession chouchoutée par l'industrie pharmaceutique. Un travail de fourmi. L'association Regard Citoyen a publié le 17 mars dernier sur son site internet une liste gigantesque qui recense la quasi-intégralité de quelques 2,5 millions de cadeaux offerts par les laboratoires aux professionnels de la santé, dont le montant total est évalué à 245 millions d'euros. On continue, on va parler de l'Union européenne qui est une grosse exportatrice de produits issus de la déforestation illégale. L'Union européenne est l'un des principaux importateurs d'huile de palme, de soja, de viande de bœuf et de cuir issus de la déforestation illégale, selon une étude de l'ONG Fern. Je cite, entre 2000 et 2012, l'équivalent d'un terrain de football était en moyenne illégalement déboisé toutes les 2 minutes pour fournir à l'Union européenne de la viande bovine, du cuir, de l'huile de palme et du soja. Continue et on va parler des aliments qui contiennent du pesticide puisqu'on apprend que près d'un aliment sur 2 contient des traces de pesticides. Dans son rapport 2013 rendu public jeudi dernier, l'Autorité européenne de sécurité des aliments chiffre notamment à 27,3% la part des échantillons alimentaires testés contenant au moins 2 pesticides. Quelques 1,5% de fruits, légumes, aliments transformés et vins passés au crible dépassent même nettement les limites légales autorisées par les législateurs européens et nationaux. On continue, on va parler des prothèses mammaires et d'un nouveau cancer qui inquiète. Après le scandale PIP, c'est peut-être une nouvelle affaire liée aux prothèses mammaires que révèle le journal Le Parisien. D'après ce journal, les autorités sanitaires s'inquiètent d'un nouveau cancer qui ne toucherait que les femmes porteuses d'implants. Des cas de cancer particuliers en France, 18 depuis 2011 avec une forte progression l'année dernière, sont liés à des implants mammaires. Voilà ce qu'affirme le journal Le Parisien. Selon ce quotidien, dans un avis d'experts rendu le 4 mars dernier, l'Institut national du cancer a mis au jour une nouvelle maladie appelée le lymphome anaplastique à grandes cellules associé à un implant mammaire. On termine cette vidéo en parlant du changement climatique. Je sais que les gens aiment bien parler du réchauffement climatique, on va parler du changement climatique. Parce que s'il y a une nation qui ressent bien les effets de ce changement climatique, c'est les États-Unis, dont l'Est n'a jamais autant claqué des dents cet hiver, et l'Ouest où la sécheresse tourne à la catastrophe. La ville américaine de Boston, dans le nord-est des États-Unis, a établi cet hiver un nouveau record d'enneigement, après avoir subi les assauts de plusieurs grosses tempêtes de neige. Voilà ce qu'a indiqué le service météorologique national. Le précédent record datait de l'hiver 95-96. L'aéroport de Logan, de la ville de Massachusetts, a établi un nouveau record à 275,8 cm de neige cet hiver, et écrasant le précédent record de 107,6 cm, qui datait donc de 95-96. Dans l'ouest, alors que la saison des pluies tire à sa fin, il apparaît clairement que les chutes de pluie et de neige n'ont pratiquement pas amélioré les conditions de sécheresse extrême. Le mois de janvier a été le plus sec en Californie depuis le record de 1895. Le niveau des eaux souterraines et le manteau neigeux sont au plus bas. Les données satellites de la NASA montrent que la quantité totale d'eau stockée dans les bassins fluviaux de Sacramento et de San Joaquin, là où se combine toute l'eau des réservoirs, des souterrains et de la neige, est 43 171 millions de mètres cubes sous la normale en 2014, soit près de 1,5 fois la capacité du lac Mead, le plus grand réservoir de l'Amérique. L'État de Californie possède environ 1 an d'approvisionnement en eau dans ses réservoirs, et le système de secours stratégique constitué des eaux souterraines est en train de disparaître rapidement. La Californie n'a aucun plan stratégique pour contrer cette période de sécheresse persistante, sauf à rester en mode alerte et prier pour la pluie.
Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr tous ceux qui soutiennent financièrement l'agence Infolibre. N'oubliez pas de venir visiter le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas le YouTube, le Dailymotion, la page Facebook, le Twitter. N'oubliez pas non plus la lettre d'analyse et d'information libre. Le numéro 2, nous sommes en train de boucler, sortira au début du mois. Nous sommes en train de mettre en place un système d'abonnement. Je vais vous donner donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez bien informés. Ciao à tous.